Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un enjeu de société souvent invisible, mais qui pourtant nous concerne tous et touche un Calédonien sur 6, l'illettrisme. Bien plus qu'une simple difficulté à lire ou à écrire, l'illettrisme impacte profondément la vie sociale, professionnelle et personnelle de ceux qui en souffrent. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Écrire une liste de courses, lire une notice de médicaments, passer le permis de conduire, comparer des prix, autant d'actions de la vie courante qui font appel à des compétences à l'écrit, à l'oral et en calcul. Pour 29 000 personnes au pays, ces tâches sont complexes car elles souffrent d'illettrisme. Qu'est-ce que c'est? Comment y remédier? Et quels impacts la crise actuelle a-t-elle sur la situation? Pour en parler, je reçois ce soir Yolande Verlaguet, chargée de mission enseignement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Bonsoir. et Nathalie Thirbach, directrice de l'École de la Réussite, organisme qui propose entre autres des formations gratuites pour lutter contre l'illettrisme. Bonsoir et merci à toutes les deux d'être là Bonsoir. ce soir. Bonsoir. Et puis comme d'habitude, on retrouvera Romain pour sa chronique Ça vous anime. Il nous éclaire aujourd'hui sur l'électronisme, cet autre défi de notre société numérique. Yolande Verlaguet, de quoi parle-t-on quand on parle d'illettrisme? Alors je crois qu'il faut en effet bien préciser les choses parce que, on a trop tendance à dire, que ce sont des gens qui ne savent, ni lire ni écrire. Mhm. Mais en fait, ce sont des gens qui sont allés à l'école, ce sont des personnes qui ont été scolarisées et malgré tout n'ont pas, pu asseoir ces compétences-là et du coup, en sortant de l'école et après être entrés dans la vie active ou pas, ont perdu ces compétences de lecture. Par rapport à l'analphabétisation, où ce sont des personnes qui n'ont jamais fréquenté, le Les système bancs de scolaire. l'école. Une étude de l'ISEE de 2013 annonçait 29 000 personnes touchées en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on a des données un peu plus récentes? Alors hélas non, ça reste, des chiffres qui datent maintenant. Une Est-ce- enquête, sera certainement, proposée. Elle a été sollicitée, mais en fait d'autres enquêtes avaient été engagées par le gouvernement. Donc, oui, en effet, il faudrait la relancer pour, actualiser les chiffres, pour savoir de quoi l'on parle réellement, surtout après, les années covid et puis comme vous le disiez en préambule, après la crise qui nous a touchés, récemment. Est-ce que ces chiffres sont préoccupants? Parce qu'on a des chiffres quand même des journées défense et citoyenneté, c'est ça? Oui, Donc c'est oui. la journée que les jeunes de 17 ans passent à l'armée. Oui, en effet, Donc oui. il y a des Alors examens qui sont oui, faits. oui, ils sont préoccupants, quels que soient les chiffres. Quand on parle de situation d'illettrisme, ils sont préoccupants parce qu'ils mettent vraiment ces personnes au banc de la société. Il y a Mhm. un sentiment d'exclusion donc, qui est quand même ressenti. Et ça fait quand même un certain nombre de personnes. Hein, voilà, si on arrondit à 30 000 par rapport à une population qui n'est pas Oui. si importante que ça. Mhm. Donc il ne peut pas ni comprendre, vous le disiez, ni lire une liste de courses. Et souvent, c'est un vrai handicap social. Nathalie Thirbach, combien de personnes en situation d'illettrisme s'inscrivent chaque année à l'école de la réussite? Alors, au niveau des inscriptions, nous avons effectivement une partie, c'est plutôt rare, hein, parce que Mhm. les personnes en situation d'illettrisme ont des difficultés pour se déplacer, ont des difficultés pour trouver les organismes qui peuvent les aider. Et donc, en général, c'est plutôt les familles ou les personnes qui les repèrent autour d'eux et qui les amènent. Mhm. Donc, nous, jusqu'à présent, depuis que nous nous sommes lancés dans l'illettrisme, nous avons reçu 118, nous avons accompagné 118 personnes. Effectivement, pourquoi on s'est occupé de l'illettrisme? Parce que nous avons un parcours d'insertion sociale et professionnelle où justement nous devons recevoir des personnes qui savent lire et écrire et nous les positionnons pour connaître leur niveau. Et sur ces positionnements, nous avions 13% des jeunes qui se présentaient qui étaient en situation d'illettrisme. Donc il a fallu effectivement qu'on s'empare de cette Oui. problématique et que l'on mette en place avec notre organisme de formation des parcours pour les aider. Yolande Verlaguet, vous êtes inspectrice de l'éducation nationale. Comment est-ce qu'on peut expliquer que malgré justement une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, les compétences essentielles en français et en maths ne sont pas acquises? Alors, les causes sont multiples, hein. En effet, je suis inspectrice d'éducation nationale et j'ai enseigné pendant de nombreuses années, dont le cours préparatoire pour l'apprentissage de la lecture, justement. Mhm. Et en fait, on a réussi à prélever certains indices, hein, notamment sur la scolarité, sur l'absentéisme scolaire. Voilà. Mhm. Malgré tout, c'est un peu à l'inverse du soleil. Il ne faut pas trop s'exposer au soleil, mais pour apprendre à lire et à écrire, il faut s'exposer aux apprentissages. Donc, il faut venir à l'école tous les jours. Il est question aussi d'accès à la culture et à la connaissance. Mhm.
Donc là, tous les lieux, en fait, les bibliothèques, les lieux de culture qui peuvent ouvrir l'esprit des jeunes, c'est important. Oui. Les attentes aussi des familles vis-à-vis de l'école. Il y a le rapport à l'école avec les familles et notamment la coéducation. Plus l'élève est porté dans sa scolarité par la famille et mieux il réussira. Après, on peut avoir certains élèves qui ont des problèmes cognitifs parce qu'il y a des déficiences. Mais là on a des programmes qui sont bien spécifiques. D'accord. Et puis, je pense qu'aussi la santé de l'enfant est parfois préoccupante et du coup, ils ne sont pas en capacité d'apprendre. Et en dernier, malgré tout aussi, la formation des enseignants, Oui. aussi la qualification des enseignants, les contenus d'enseignement. Et c'est pour ça qu'il y a eu un projet éducatif en 2016 avec une réorientation en fait des programmes et un recentrage sur les fondamentaux qui est réaffirmé chaque année. Et est-ce que la diversité linguistique en Nouvelle-Calédonie a une incidence, une influence sur ce... Alors, bien entendu, la langue parlée à la maison, elle est différente de celle de l'école, mais il a été prouvé qu'il n'y a pas d'incompatibilité, au contraire. Le statut de la langue maternelle, quelle qu'elle soit, l'idée, c'est bien de faire la part des choses, mais peut-être d'avoir au niveau des enseignants de nouvelles stratégies d'apprentissage, une approche au niveau du langage un peu différente de celle pour un enfant qui parle que le français et à la maison et à l'école. Nathalie Tirbach, comment sont accompagnées justement les personnes qui viennent frapper à la porte de l'école de la réussite? Alors, nous avions plusieurs parcours que l'on a proposé pendant 4 ans. Un parcours qui était le parcours Trampoline, qui accompagnait pendant 8 mois des personnes, des demandeurs d'emploi qui avaient besoin effectivement de retrouver ces compétences de base. Ils venaient pour différentes raisons. La première raison, c'était personnelle, c'est-à-dire leur vie courante, la mise de côté de la société. Et puis, au niveau professionnel, bien sûr, parce qu'on ne peut pas monter en compétences. On reste l'éternel jeune ouvrier qui arrive. Donc, ça cause vraiment des grandes complications. Oui, on ne se rend pas compte. C'est finalement une grande souffrance qui est souvent d'ailleurs cachée par des moyens, des subterfuges, vous le constatez? Bien sûr, oui, des stratégies effectivement de contournement, des personnes qui viennent remplir des dossiers administratifs, qui vous disent qu'ils n'ont pas leurs lunettes, qui sont obligés de demander quotidiennement l'aide d'un voisin, de leur femme, de leur mari, de leurs enfants. Donc une grande souffrance pour ces personnes qui se sentent vraiment pas qui sont dépendantes, quoi. qui sont complètement dépendantes et dépendantes de ce que on veut bien leur dire surtout. Alors nous avions justement rencontré l'année dernière Marie-Louise qui a quitté l'école en CE2 pour s'occuper de ses parents. Cette courageuse maman de 47 ans avait décidé de réapprendre les bases de la lecture et de l'écriture avec l'école de la réussite. Je vous propose de regarder cet extrait. Laura, Laurence, une aubergine. Mais là, ça va mieux. Quand elle a dit d'écrire, moi je regarde et je prends mon crayon pour écrire parce que moi j'ai habitué de faire ça. Et moi j'aime bien, je suis contente aujourd'hui. Je suis illettrée. Tu te souviens le mot illettré? Il faut que j'écrive tout Non, ça. pas toute seule. L'illettrisme complique les simples tâches de la vie quotidienne. C'est mes enfants qui expliquent comment faire ça pour les papiers pour remplir. Parce que moi, je ne connais pas faire ça. Mais c'est mes enfants qui font. Et quand nous, on vient pour chercher l'endroit pour aller payer, moi, je ne connais pas, mais c'est mes enfants. Ils ont dit, viens maman, je vais t'accompagner pour aller là-bas parce qu'eux connaissent l'endroit. Mais moi, je ne connais pas. Alors on le voit, ce travail de réapprentissage permet de regagner confiance en soi, de gagner en indépendance, on le disait. C'est justement une source de motivation principale pour les bénéficiaires qui viennent vous voir? C'est une grande source de motivation. Ensuite, dans des cas, là, c'était un programme financé par le FIAF, Trampoline en entreprise. Les autres trampolines étaient financées par la DTEFP à l'époque. Donc ici, dans ce cas précis, il y avait aussi une proposition de monter en compétence et de changer de poste qui ne pouvait pas être... la personne avait conscience de ses difficultés et voulait, pour justement prendre ce poste, pouvoir être beaucoup plus armée. Vous le voyez justement, ces résultats sont, même si ils sont gratifiants, j'imagine que c'est quand même pas facile de franchir le cap. Comment est-ce qu'on peut encourager celles et ceux qui en ont besoin justement à faire appel à ces dispositifs qui existent comme l'école de la réussite, comme la Croix-Rouge? Déjà, les déculpabiliser, c'est pas parce que on a perdu cette notion des compétences de base qu'on a du mal à lire, à écrire, à s'exprimer,
à calculer. Il n'y a aucune honte à avoir et il faut justement... toutes les personnes qui sont venues chez nous en sont ressorties complètement métamorphosées, avec beaucoup, beaucoup de bonheur hein, dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Donc, c'est vraiment important de pouvoir dire à un moment donné, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Et il n'y a aucune honte à avoir. Pas de honte, tout Voilà. est fait dans la Maintenant, bienveillance. c'est tout à fait dans la bienveillance Mhm. et c'est essentiellement pour les aider à se reconstruire. Si vous permettez, en Bien sûr. complément, c'est aussi de se dire il faut communiquer sur le sujet, en Oui. fait. Mhm. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la thématique de cette année, c'est l'illettrisme, en parler pour avancer. Mhm. Que les personnes en situation d'illettrisme osent venir et l'entourage aussi, qu'ils se disent, ben tiens, il y aurait peut-être tel dispositif, il y aurait peut-être tel organisme qui peut t'aider et on y va. Et là, du coup, travailler sur la confiance en soi, c'est un vrai parcours de vie, en fait, Oui. hein, à accompagner. Et est-ce qu'il y a un travail de repérage qui est effectué par les institutions, par les professionnels qui sont impliqués justement dans la lutte contre Oui, l'illettrisme? en effet. Alors, il y a un travail là actuellement qui est en cours sur une grille de repérage qui avait été initiée par le réseau d'insertion professionnelle. Mhm. Après, Nathalie le précisera peut-être, mais il y a un repérage aussi au sein, elle, de son école. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui accueille quelqu'un, mais bien sûr, elle teste un peu pour voir où la personne en est, pour Mhm. pouvoir agir au bon endroit. Après, c'est compliqué parce que, bien sûr, on ne vient pas en disant je suis illettré. Voilà. Oui, c'est Bon, ça qui voilà. est difficile. Donc, l'idée, c'est peut-être de fournir à tous les acteurs qui sont en contact avec une population qui serait susceptible d'être concernée, d'avoir un outil pour pouvoir justement, mais ce qu'on disait, il y a des stratégies de contournement. J'ai pas mes lunettes, je remplis pas le document. Mhm. Voilà, ça, c'est quelque chose à travailler. Mais ce qui est important, c'est de mettre un mot. Le mot illettré n'est pas un gros mot. Mhm. C'est un. Voilà. Et on a eu des personnes qui sont venues chez nous et des demandeurs d'emploi et à la fin nous ont dit oui, on m'a toujours dit que dans ma famille que j'étais bête, mais non, je ne suis pas bête, j'étais illettrée. Mhm. Et donc c'est important de pouvoir se positionner, de pouvoir se dire effectivement maintenant je l'étais, je le suis. Et puis, justement, par le biais d'un parcours, Je peux ne on plus peut en l'être. sortir. Voilà, ce n'est pas du tout quelque chose... Irrémédiable, voilà. pardon. Ce n'est pas irrémédiable. irrémédiable. Et il y a Mhm. beaucoup d'espoir dans ce que je dis. Et tout le passage de nos candidats et de nos bénéficiaires et de nos stagiaires a démontré que c'était vraiment une reconstruction. Il fallait se reconstruire en même temps pour regagner cette confiance et puis pour acquérir et reacquérir ces fondamentaux. Fondamentaux. Depuis le 13 mai, la Croix-Rouge, par exemple, située à Montravel, a dû cesser à un moment ses activités d'accompagnement parce que certains bénévoles n'étaient pas à l'aise pour revenir dans ce quartier ou alors parce que des bénéficiaires ne pouvaient tout simplement plus venir. Qu'en est-il pour l'école de la réussite? Où ça en est? Alors, l'école de la réussite, effectivement, depuis le 13 mai, on a surtout nos parcours qui ont été arrêtés, c'est-à-dire on a nos parcours qui ont été gelés, notre plan de charge. Donc, et ceux qui étaient en cours, oui, tous nos stagiaires sont revenus. Mais là, ce ne sont pas des personnes qui sont en situation d'illettrisme, ils sont en insertion sociale. D'accord. Donc, on avait 35 stagiaires à l'époque. Quand on a réouvert l'école le 2 juillet, 34 étaient présents. Et le plus incroyable, c'est qu'ils ont tous retrouvé des stages. Et maintenant, j'ai déjà 5 en contrat et 9 qui attendent pour avoir qui sont en stage contrat. Donc, ça veut dire que ça redonne beaucoup d'espoir. Oui. Mais pour les parcours d'illettrisme, on devait travailler avec... un parcours financé par le FIAF en collaboration avec ADN Formation et on devait travailler avec une holding pour aider les salariés à pouvoir requérir ces compétences de base pour justement... On sait très bien que dans le milieu professionnel, ce qui se passe quand on ne maîtrise pas tout ça, c'est des incompréhensions, on n'arrive pas à lire les plannings, on n'arrive pas à lire une étiquette pour un produit d'entretien. On va y revenir, voilà. Oui. Les établissements scolaires aussi ont fermé pendant une longue période. Hein. Est-ce qu'on doit craindre un décrochage scolaire qui est justement peut parfois, qui pourrait éventuellement conduire à une hausse de l'illettrisme en Alors, on ne l'espère pas, bien sûr, mais oui, en effet, la situation a fait que la sécurité n'étant pas au rendez-vous, les élèves n'ont pas pu être sur les bancs de l'école. Il y a eu quand même une continuité pédagogique qui a été assurée. Et depuis la reprise quasi effective partout, donc les élèves sont revenus pour la plupart. On a apparemment quelques élèves quand même qui ne sont pas revenus.
Donc ceux-là, il va falloir aller les chercher en fait Oui. pour leur proposer quelque chose. Il y a un gros programme en fait justement de recentrage sur les fondamentaux qui se fait au niveau de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, des enseignements privés, du vice-rectorat aussi, avec des dispositifs spécifiques pour les élèves qui décrochent. Donc voilà, je pense que les leviers sont là, ils sont tous activés. Maintenant, je pense que ça ne sera pas sans conséquences sur cette année scolaire-là, comme à l'année Covid en fait. Hein. Donc après, ce sera certainement C'est ça, oui. lissé sur les années suivantes avec quelque chose d'adapté en fait aux élèves. Alors, comme chaque année, cette semaine se tiennent normalement les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qu'exceptionnellement, vous avez décidé cette année de reporter Oui, de à reporter. novembre, compte tenu de la situation actuelle. Mais certaines actions sont maintenues dans le Nord. Nous en avons suivi une menée par l'internat et le collège de Canala. Les élèves ont participé à des ateliers ludiques pour parfaire leur orthographe et leur grammaire. Ils ont également travaillé leur oralité en s'entraînant à lire à voix haute. Un reportage d'Anissa Toussi diffusé dans notre JT d'hier. Je vous propose d'écouter leur professeur de français. L'illettrisme, ce n'est pas une pathologie en tant que telle. C'est-à-dire que l'illettrisme, ça n'est que le produit d'un rapport à l'école. Le problème de l'illettrisme, c'est l'appétence pour l'école, c'est l'appétence pour l'apprentissage, c'est finalement l'environnement familial. Et donc, on travaille aussi l'illettrisme quand on travaille sur des sujets culturels, sur des problématiques culturelles, quand on les amène au théâtre ou quand on leur montre des films. C'est-à-dire, au fond, l'illettrisme, il faut le penser à l'intérieur même de l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'il faut leur donner l'envie de venir à l'école. Il faut que l'école, ça soit un lieu d'épanouissement, un lieu de partage. Et dès lors que l'école est ce lieu, eh ben, les problèmes de langue se résolvent. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Yolande Verlaguet, hein, ce rapport à l'école, donner goût, redonner le goût à l'école, c'est un moyen justement de lutter contre l'illettrisme. Oui, oui, tout à fait. Donc il est vraiment question de stratégie d'apprentissage. Hein. Les contenus d'enseignement sont là. Les enseignants du premier degré comme des collèges sont aussi bien au fait des choses. Et il y a tellement de sollicitations à l'extérieur, notamment avec le numérique parfois, les réseaux sociaux, que justement les contenus d'enseignement doivent être, on va dire, attrayants, avec des compétences qui doivent s'installer, quoi, en fait. Et puis, moi, j'insiste aussi, de par mon expérience d'enseignante, ce lien avec la famille. La famille, c'est très important. Parce qu'en fait, il y a cette attente aussi et cette envie pour l'enfant de faire quelque chose, de réussir sa vie, quelle que soit après son orientation professionnelle. Hein. Il peut être jardinier, maçon, boulanger ou avocat ou docteur. Mais l'idée, c'est d'aller à l'école pour capitaliser des connaissances, pour développer des compétences et ensuite pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Quels sont les objectifs? Parce que ces ateliers-là qu'on a suivis se tenaient dans le cadre des journées d'action d'action contre l'illettrisme. Quels sont les objectifs de ces journées? Alors, on relaie c'est la 6e édition maintenant, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Ça a commencé donc en 2019 à l'initiative de la Croix-Rouge. À partir de 2020, on a constitué une cellule de coordination. Donc, nous sommes les deux ici présentes, mais il y a aussi donc la Croix-Rouge, il y a le FIAF, l'IFAP qui propose aussi des formations aux compétences essentielles dans son programme de formation, et puis une personne du vice-rectorat pour l'enseignement. Voilà. Et chaque année, avec les acteurs, donc là, voilà, vous avez des acteurs qui sont dans les collèges, dans les lycées, des médiathèques, des mairies, les structures, les provinces, des établissements de formation. On focalise sur la semaine du 8 septembre, du 8 au 15, parce que c'est la journée de l'alphabétisation, le 8. Un ensemble d'actions. Voilà. Là, en accord avec la NLCI, on avait, parce qu'en province, on avait proposé de décaler au mois de novembre, mais la province Nord ayant été prête en fait pour quelques actions, vont faire quand même des actions qui sont cette semaine. Voilà. Pour l'école de la réussite, vous prévoyez quelque chose? Alors oui, normalement, nous aurions dû avoir des stagiaires en situation d'illettrisme. Comme je vous ai dit, tous les financements ont été coupés, donc c'est quand même extrêmement difficile. Donc je ne sais pas si on aura des participants, mais oui, avec le reste de nos stagiaires qui sont là et qui sont très courageux, hein, surtout sans bus, sans rien pour se déplacer. Oui, on va essayer de faire quelque chose, bien sûr, pour cette
Alors, cette action. contrairement à certaines idées reçues, on l'a évoqué tout à l'heure, l'illettrisme n'empêche pas d'exercer un métier, hein. D'ailleurs, la moitié des personnes en situation d'illettrisme avaient Bien sûr. un emploi selon la dernière étude de l'ISEE. Cependant, ça peut constituer un frein quand même au développement de sa carrière. Est-ce qu'il existe justement des dispositifs, vous l'évoquiez tout à l'heure, peut-être avec le FIAF, quelque chose qui était prévu? Oui, alors on avait un dispositif, c'était le trampoline en entreprise s'est terminé en 2023 et normalement, ce deuxième dispositif que l'on fait en partenariat avec ADM Formation, qui devrait voir C'est le en jour, stand-by mais pour l'instant. tout a été Suspendu. arrêté, Gelé, oui. suspendu, gelé, mais on a espoir que ça puisse Et arriver jusqu'au bout. Et puis, ça demande, on disait, une grande vigilance et surtout une grande bienveillance de la part aussi des employeurs, des collègues, des gens qui sont autour. Est-ce que ça, c'est une problématique qui est facilement abordée et comprise aujourd'hui dans le monde du travail? Alors de plus en plus, on en parle et l'employeur a très bien compris qu'une personne en situation d'illettrisme qui peut, il peut y avoir en conséquence des accidents de travail parce qu'elle n'a pas lu les consignes, il peut y avoir effectivement des conflits parce qu'on ne comprend pas les mots, quand les mots manquent, c'est extrêmement compliqué, donc on s'échauffe très rapidement et des cadres et des managers qui s'essoufflent, des personnes, par exemple, on avait une société, ils avaient un planning qui devait changer tous les jours. Donc, la personne qui relayait les plannings passait beaucoup plus de temps avec les personnes en situation d'illettrisme parce qu'elle n'était pas en capacité de lire le planning et surtout de se déplacer vers les nouveaux clients. Donc, c'est quand même pour toute la société. Je pense que maintenant, les entreprises prennent conscience que ce plus va améliorer. Alors oui, il y a un petit coût au départ, mais souvent, il peut y avoir des financements. Et ensuite, c'est que vers une amélioration des conditions de travail pour l'employé et pour le chef d'entreprise. Et puis finalement, lutter contre l'illettrisme, le plus gros travail, c'est aussi celui de sensibiliser, de changer le regard en effet, de tous. En fait, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous et c'est pour ça que les actions que nous menons depuis maintenant cette 6e édition, il y a eu de la communication grand public, il y a eu de la sensibilisation dans les entreprises, dans les administrations. Le FIAF est intervenu dans les entreprises, l'IFAP intervient aussi avait proposé des formations pour doter les agents en fait de compétences essentielles, voilà justement, pour pouvoir après mailler en fait dans chaque entreprise, avoir quelqu'un qui soit le référent. Voilà. L'idée c'est d'en parler de plus en plus pour pouvoir après trouver les bons dispositifs. Et surtout d'en parler pour que vraiment les institutions prennent conscience de cela. On sait très bien qu'avec tout ce qui se passe depuis mai 2024, il y a une incompréhension totale du monde dans lequel on vit. Et effectivement, travailler sur l'illettrisme, ça peut permettre de comprendre le monde dans lequel on vit et apaiser les colères. On arrive au terme de cette émission, mais avant ça, place à la chronique de Romain. Ça vous anime? Salut Romain. Bonjour Chloé, mesdames. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais peut-être vous apprendre un nouveau mot, un mot qui peut vous concerner, vous ou vos proches, et que l'on pourrait qualifier d'illettrisme moderne. Je parle de l'électronisme. Alors, qu'est-ce que l'électronisme? À l'image de l'illettrisme avec l'écriture et la lecture, l'électronisme, c'est l'incapacité à utiliser les outils numériques, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou même simplement envoyer un mail par exemple. Et les chiffres sont frappants. En France, 15% de la population souffre d'électronisme selon l'Observatoire des inégalités. Et sur le territoire, selon le baromètre 2018 de Feu, l'Observatoire numérique de Nouvelle-Calédonie, ce chiffre monterait à 20% de la population, soit 2 Calédoniens sur 10. Alors à l'échelle internationale, ce sont des millions de personnes qui, dans un monde de plus en plus connecté, se retrouvent totalement coupés de services essentiels, de plus en plus digitalisés, comme prendre un rendez-vous médical, remplir une déclaration d'impôt ou même, dans certains cas, envoyer un CV pour chercher du travail. L'électronisme touche en particulier, vous vous en doutez, les personnes âgées, mais pas uniquement. De nombreuses personnes, même plus jeunes, n'ont pas la chance ou eu la chance ou les moyens d'apprendre à utiliser ces technologies. Et avec la numérisation des services publics, on a vu apparaître une fracture numérique qui creuse les inégalités. Car pour beaucoup, c'est devenu une véritable galère de naviguer dans un monde digital. On parle souvent de dématérialisation, c'est un mot qui peut faire peur. Et si vous avez déjà passé 1 heure à chercher un fichier PDF ou juste à trouver le bouton valider, vous savez de quoi je parle.
Mais ce problème ne fait que commencer car tout devient numérique. Les démarches, les échanges, même faire ses courses, l'école avec les visios à distance et même nos loisirs comme les films ou les livres, tout devient numérique. Alors il est urgent de former et d'accompagner celles et ceux qui sont laissés de côté par cette révolution numérique. Sinon, on risque de voir émerger une nouvelle forme d'exclusion sociale avec des personnes qu'on appelle hors ligne. Alors à Nouméa, l'année dernière, et encore en ce début d'année, à l'initiative du gouvernement, des journées pour lutter contre l'exclusion numérique ont été organisées et l'objectif était tout simplement de rendre les outils numériques accessibles à chaque Calédonien et transmettre les compétences nécessaires pour faire de ces outils un levier d'insertion sociale, mais aussi économique. Et c'est plus que bienvenu, car il faut qu'on le dise, en plus de l'illettrisme, l'électronisme est le nouveau défi de notre société moderne et il est temps d'y prêter attention avant que la fracture ne devienne impossible à combler. L'importance d'agir avant qu'il soit trop tard, c'est peut-être aussi le mot qu'on va garder. Oui, en effet, en conclusion, c'est la prévention pour éviter que la situation ne s'installe, que ce soit pour la lecture ou pour les outils numériques. La remédiation ensuite pour corriger les choses avec des dispositifs adaptés, donc le budget qui va avec, pour pouvoir proposer des choses au plus près des personnes. Et puis l'information et la communication, parce que l'idée c'est qu'il faut sortir de ce handicap-là, il faut redonner confiance aux gens, mais pour ça il faut qu'ils sachent vers où se tourner, vers où aller, pour pouvoir les accueillir. D'accord, merci. Merci Romain. Merci beaucoup à mes invités Yolande Verlaguet et Nathalie Tierbach d'avoir été avec nous pour parler illettrisme aujourd'hui. Votre émission, vous pouvez la revoir sur notre site internet calédonia.nc. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia. Merci à vous. Merci de cette attention.